Voici 35 ans, au Cheylard, cette scène se répétait encore chaque jour. Et toute la gamme des autorails Billard animait encore la vie quotidienne des vallées ardéchoises. Les articulés assuraient les mouvements les plus chargés, comme les trains de marché. Les 150 chevaux, eux, desservaient en priorité la ligne de Dunières avec ses fortes rampes. Quant aux minuscules 100 chevaux, originaires des Charentes, ils s'octroyaient les trains les moins fréquentés, c'est-à-dire la majorité des circulations des jours ordinaires. C'était le cas, par exemple, de la ligne de la vallée du Doubs, qui ne connaissait de véritable affluence que les mardis et jours de foire à la Mastre, pour reprendre la formule bien connue de tous ceux qui ont consulté les tableaux horaires des années CFD. Service régulier en charentaise donc, pour le chef-lieu de canton qui n'allait acquérir sa célébrité que quelques années plus tard avec l'exploitation touristique. Et encore, l'autorail y abandonnait-il le plus souvent sa remorque pour reprendre sa route vers le Cheylard en solo. Dans la basse vallée de l'Eyrieux, la gardienne du pont mixte de la Paimpie assistait généralement au même spectacle. Mais l'exploitation n'était pas figée pour autant, et il arrivait parfois que les autorails articulés circulent sur la ligne de la Voulte-sur-Rhône. Pour compenser la maigreur de son trafic voyageurs, la compagnie s'efforçait de cultiver les messageries. Et les autorails emmenaient couramment ces adorables petites remorques conçues pour transporter veaux, vaches, cochons et couvées, presque pêle-mêle. Enfin, comme les mousquetaires, les 3 types d'autorail étaient en réalité 4. Car on s'en voudrait d'oublier les antiques de Dion-Bouton, même s'ils n'assuraient plus depuis longtemps qu'un service minimum, réduit à une poignée de trains scolaires d'Unières-Tence. Deux poids, deux mesures en regard des énormes autorails du grand réseau, même si la desserte voyageurs de la rive droite du Rhône ne devait guère survivre à celle des voies métriques. Deux poids, deux mesures aussi entre une quotidienneté en demi-teinte et ces jours de gloire qui allaient se multiplier à l'approche de l'échéance fatidique.
En cette belle matinée d'un mois de mai 68 qui n'aura pas laissé de souvenirs impérissables qu'aux révolutionnaires des beaux quartiers, la 403 a commencé à remonter la vallée de l'Eyrieux avec sa rame résolument conservatrice. La décision de fermeture, qui venait juste d'être rendue publique, avait suscité une réaction inattendue au sein du petit monde ferroviaire. Un afflux sans précédent de demandes d'affrètement de trains spéciaux, dont celle de la Fax, organisatrice de ce voyage, dont nous étions tous convaincus qu'il compterait parmi les derniers. La matinée entière n'aura pas été de trop pour parcourir les 48 km de la ligne Lavoult-Le Cheylard. Et à l'arrivée dans la gare centre, l'importance de l'événement a justifié la présence des forces de l'ordre. Sage précaution, car l'enthousiasme qu'allait déclencher la suite des opérations aurait pu dégénérer en mouvement de foule incontrôlable. Fait rarissime, c'est une double traction qui a été prévue pour gravir la rampe des Boutières. « 404 en tête, 403 en deuxième position, ce ne sont pas moins de 24 roues couplées qui ont conjugué leurs efforts pour remorquer la totalité du parc voyageur encore disponible sur la branche la plus dure, mais peut-être aussi la plus belle de cette étoile du Cheylard promise à une inexorable extinction. Mais la succession des hauts lieux de l'ascension héroïque devait rester gravée dans quelques mémoires jusqu'à nos jours. Enfin, tout au sommet de la rampe, voici Saint-Agrève. C'est ici que cesse le renfort de la 404. Dételée en un tournement, puis retournée sur la plaque, elle va bientôt redescendre au Cheylard. Quant à la 403, elle va reprendre sa route en direction de Dunières. Dans les voitures, tous pensaient que ce serait la dernière fois qu'ils effectueraient le parcours. Sauf peut-être un noyau d'insatiables, bien décidés à revenir une fois encore, peut-être deux, avant la fermeture désormais toute proche. Car irrémédiablement, grands espaces allaient devenir synonymes de désert. Et ce 31 octobre 1968, tout paraissait irrémédiablement perdu.
C'est à Dunières, petite bourgade de Haute-Loire, que revit le dernier des autorails billards articulés construits en 1939. Dans le compartiment fourgon central, on découvre un moteur que les inconditionnels du MGO ou du Renault 517 qualifieront de minuscule. Il faut dire que nous sommes ici dans le domaine de l'autorail léger. Et de fait, le 6 cylindres Willem logerait facilement sous le capot d'un tracteur agricole. Mais le soin apporté à la préparation est résolument ferroviaire. D'autant plus qu'il incombe à celui qui a été le maître d'œuvre de la réhabilitation de cette machine. Jean Tissot. Jeannot pour les copains de l'association des voies ferrées du Velay. Après le graissage de la culbuterie, vient le complément du niveau d'huile moteur. Enfin, l'instant décisif approche. Mise sous tension du circuit électrique. Préchauffage du gazole. Dans quelques secondes, on va pouvoir y aller. Plus que la technique d'avant-guerre, les derniers préparatifs illustrent les conditions d'exploitation contemporaines des réseaux touristiques. La mise en place des trompes d'avertisseurs qu'il faut bien soustraire à certaines convoitises pendant les périodes de stationnement de l'engin. La pression d'air monte parallèlement à la température moteur et, après quelques minutes de ralenti, l'autorail est prêt. Aujourd'hui, Jeannot est accompagné par Yves Granger, un autre pilier de l'association qui a vécu toutes les vicissitudes de cette ligne qui est enfin sur la bonne voie. Et du octobre 2017, 222. Départ, on va mettre 11 heures. Temps, 12h30. Mécanicien. Côté conduite, tout commence par un poste pour le moins rustique. Au sol, embrayage et accélération par pédale. Au niveau des mains, ça devient plus compliqué. Le mini-pupitre est encombré de la bagatelle de 4 leviers. Mais le départ va être donné, et nous allons vite comprendre. À droite, engagement de l'inverseur vers l'avant. Puis, avec le deuxième levier, enclenchement de la première. C'est parti. Un démarrage énergique. Mais le billard est un grimpeur et les rapports de vitesse sont courts. Avec le troisième levier, passage de la seconde en haut à la troisième en bas. Pourtant, nous ne sommes qu'à 35 à l'heure, en rampe de 30. C'est la longue montée vers Montfaucon et le plateau. Après 5 km d'ascension continue, nous arrivons à un premier palier à plus de 900 mètres d'altitude.
Un instant de répit pour Jeannot et sa machine, qui se laisse couler jusqu'à Montfaucon. Au temps des CFD, cette petite gare, orientée plein nord, avait une redoutable réputation d'affectation disciplinaire. L'ambiance n'est pas folichonne, même sans la tourmente. Nous ne sommes qu'en octobre. Point mort, freinage, avec la toute petite poignée particulière à ce matériel, dissimulé sous le pupitre. Peu après la gare, la descente va débuter par un long appel de l'avertisseur. Jeannot s'annonce au PN de la route d'Yssingeau, où l'occupant de la maisonnette met un point d'honneur à assurer la sécurité. Puis, c'est une nouvelle décélération, suivie du tressautement des roues sur les aiguilles. Voici Rocoul-Brossette, une petite gare perdue entre Prairies et Sapinières, d'où se détachait jadis la ligne de Lavoute-sur-Loire. Au temps du service régulier, c'était une étape importante. Pendant que voyageurs et colis s'échangeaient entre les autorails en correspondance, les conducteurs complétaient le plein de gazole de leurs engins. Aujourd'hui, les étapes sont plus courtes, mais la tradition est respectée, avec la pompe manuelle que l'on a pris soin de préserver. Une scène contemporaine de l'autorail lui-même, et qui nous ramène aux souvenirs ferroviaires ou routiers de grand-papa. Nouveau démarrage. Engagement de la première. Départ. Pour le passage en seconde, Jeannot ramène le levier de la première au point mort, puis, avec le troisième levier, enclenche la seconde, ou plutôt essaye. Petite réticence, vaincu au troisième essai. Nous voici maintenant en troisième, prêts à affronter un nouveau raidillon. Dès le franchissement du petit pont, la déclivité se raidit à 30 pour 1000. Les 150 chevaux de Louis Willem vont donner de la voix. L'effort sera de courte durée, à peine 1 kilomètre. La vitesse ne faiblit même pas, mais la limite autorisée est évidemment plus basse qu'à l'époque du service régulier. 35 km/h contre 55. Au temps des CFD, les conducteurs tricotaient en permanence avec les 3 leviers et les 5 vitesses, car, avec une remorque, on disposait de moins de 5 chevaux par tonne. Le minimum pour une ligne comme celle du plateau, tout en dents de scie et de surcroît jalonné d'un arrêt tous les 2 ou 3 kilomètres.
Autant dire que la vitesse limite, c'était l'exception. Après Trifoulo, la voie rejoint la route et ne s'en écartera plus guère jusqu'au passage à niveau des Salettes, où Jeannot va marquer le dernier arrêt du parcours. À ce PN très fréquenté, la couverture est indispensable. Cette tâche incombe à Yves. Au pied d'une dernière descente, l'autorail approche de son terminus, Tence. C'est à vitesse réduite que l'autorail pénètre dans le bourg. Le PN de la route de la Louvet précède immédiatement la gare et la visibilité est à peu près nulle. Pour la dernière fois, Yves doit y aller de son petit sprint. Fin 97, lorsque nous avons tourné ces images, la ligne n'allait pas plus loin. Mais les conservateurs, d'autorails anciens s'entend, entendaient bien mettre à bas ce drapeau rouge. Sept ans plus tard, et au plus fort de l'été, c'est une toute autre ambiance qui règne à bord du 222. Bien sûr, Jeannot est toujours fidèle au poste. Et Yves aussi. Quant à l'autorail, il a retrouvé tout son lustre. Et il a même passablement rajeuni, puisqu'il porte désormais les motifs de la flèche des Cévennes. Ce qui nous ramène à l'été 49, au cours duquel le 222 joua presque dans la cour des Grands, en assurant sous ce nom une relation directe d'Unières-la Voulte-sur-Rhône. Retour au XXIe siècle. On est certes bien loin aujourd'hui d'un tel parcours de 110 km. Mais après avoir réussi la réouverture Tence-Saint-Agrève, l'association règne désormais sur la plus longue et la plus haute des voies métriques préservées.
à toute l'équipe. Le train des beaux jours, qui franchit ici les rieux naissants, paraît bien éloigné de celui des belles années. Et pourtant, dans l'intimité d'un matin d'automne, on appréciera sans doute mieux ce diesel éminemment vapeur. Lors du graissage rituel, l'apparentement saute aux yeux. Un peu plus haut, sous le capot, on trouve une autre technique, mais les mêmes servitudes. Le moteur Willem est certes increvable, mais encore faut-il qu'on prenne quotidiennement soin de lui. Tu peux y aller, Pierre? À l'oreille, la bête ne peut pas dissimuler son âge. Et l'œil confirme. Un demi-siècle bien tassé. Quant à l'ergonomie, elle est à l'avenant. C'est tout un alignement de leviers qui commande l'accélération. Et les vitesses, courtes ou longues. Départ du Chambon-sur-Ligny. Aujourd'hui, le tracteur numéro 70 va nous montrer que l'on peut concilier le statut de pièce de musée avec un véritable travail ferroviaire. Car l'engin assure un train de travaux, tel qu'il en circulait dans les années 50. 2 wagons lourdement chargés de traverses neuves qu'il faut refouler sur plusieurs kilomètres jusqu'au chantier. Pour la traction, rien de bien extraordinaire en apparence. La charge n'atteint pas les 25 tonnes. Mais c'est tout de même une vraie mission. L'engin, délicat par nature, ne peut pas être mis entre toutes les mains. Quant au parcours, c'est une affaire de conducteur confirmé, avec toute une succession de passages à niveau non gardés. C'est bon. Enfin, au détour d'une courbe, nous approchons du but du voyage. On l'a déjà deviné. Il va maintenant falloir décharger les colis de traverse, avec le concours d'un engin de chantier, unique entorse au caractère parfaitement intemporel des opérations.
Tout cela sera rondement mené. Manœuvre de l'inverseur et début du trajet retour vers le Chambon. Et même un peu plus loin, nous retrouverons le train du côté de Lasselles avec un nouveau chargement. Les horizons lointains, ce sera pour un autre jour. Qu'il s'agisse de la vue sur le Mézinc et le Mégale, noyés dans la grisaille automnale, ou des distances parcourues. 6 km tout au plus, du Chambon jusqu'à la courbe de Costerousse, où nous sommes déjà attendus. À peine le train s'est-il arrêté qu'on remet ça. Juste le temps qu'il faut pour satisfaire à un rite de saison. Car les vrais cheminots connaissent tous les bons coins qui bordent leur lit. Occupation à voir. Oui, on a la nature, puis voilà. Hein. Quelques jours plus tard, c'est un soleil radieux qui éclaire la gare de Tence. Maintenant, il s'agit d'approvisionner des rails. 1892, les matériaux ont déjà vécu. Mais face à l'armement d'origine du réseau, le PLM-A 34 kg, c'est déjà du lourd. Comme son nom l'indique, le Manitou porte les rails aussi facilement que les traverses et les wagons seront promptement chargés. Départ sur le coup de 14 heures. Le train doit conduire son chargement, ainsi bien sûr que les hommes, jusque sur la corniche du Lignon. Sur le petit loco vert, tout le monde profite du grand ciel bleu. L'automne est déjà bien avancé et, dans quelques jours peut-être, ils devront travailler des journées entières dans la froidure. Déjà, le 70 et son équipage s'élèvent au-dessus de la bourgade, dans la rampe de 30.
Enfin, après 3 ou 4 kilomètres, le convoi approche de son but. Arrêt et déchargement des premiers rails. Vas-y. Et on repart en se laissant redescendre pendant 9 mètres, la longueur d'une barre. Et ainsi de suite. L'opération se sera répétée 15, peut-être 20 fois, jusqu'à ce que tous les rails soient approvisionnés. Nouvelle étape, le chantier proprement dit. À ceci près que nous sommes maintenant sur l'autre section préservée, au plus profond de la vallée du Doubs. Perçage, tirefonnage et clissage. En Vivarais comme en Velay, le temps des réfections d'une voie trop légère est passé. Et l'heure est au renouvellement. En commençant par les courbes les plus serrées, dont il faut rappeler qu'elles ont supporté autrement plus de trafic avec l'exploitation touristique au cours des dernières décennies de services réguliers. Aux petites heures du jour, le locotracteur classé X n'est pas précisément du genre sexy. Mais quand il commence à s'animer, il devient vite plus excitant. Pour l'amateur de diesel ancien s'entend. Trêve des vocations douteuses et début des manœuvres. En un clin d'œil, la rame est formée. Une draisine pour le transport des ouvriers, une trémie de ballast et bien sûr le loco. À bord duquel on trouve tout le nécessaire. Le casque anti-bruit, les battes des poseurs et la trousse de premier secours pour le diesel. Départ de Colombier vers le chantier. Le train prend la direction de l'Est, c'est-à-dire de Tournon. Très vite, on retrouve le site des Étroits, dans une ambiance de morte saison, bien différente de celle que les touristes peuvent découvrir avec le train vapeur des beaux dimanches. Mission de routine pour Gilbert. On sait que le ballast pèse lourd, mais dans la pente de 10,
le moteur Berliet retient sans peine les 25 tonnes de la trémie. Ainsi, au franchissement du pont des Étroits, il ne sera pas difficile de réduire la vitesse pour aborder au pas une courbe qui vient juste d'être renouvelée et qui est encore dégarnie. Après ces quelques dizaines de mètres qui sentent le neuf, le convoi reprendra un peu de vitesse, un peu seulement, et pas pour très longtemps. C'est aux abords du PK-11 que se présente le chantier qui nous intéresse aujourd'hui. Arrêt de l'engin, quelques mètres à peine avant la jonction des sections anciennes et renouvelées, avec le même fer de 34 kg dans la vallée que sur le plateau. On y va, mais tout doux, c'est le cas de le dire. Ouverture des goulottes intérieures et le ballast s'écoule déjà dans l'entrerail. Après quelques dizaines de secondes, c'est déjà fini. Une trémie contient de quoi garnir le double ou le triple de sa propre longueur, pas plus. Deuxième passe, en sens montant cette fois, et pour les côtés de la voie. À nouveau le vacarme et la poussière. Mais là aussi, ça ne durera guère. La trémie est vide, on remonte. La drésine est maintenant en tête et tient lieu de cabine de réversibilité. Vincent y a pris place pour le frein, car la traction incombe toujours à Gilbert, qui est resté sur le loco. Même en sens inverse, on reconnaît aisément les points les plus caractéristiques de notre bref parcours. À commencer bien sûr par le site emblématique des Étroits,
Toujours aussi spectaculaire, même avec cette composition peu académique et pourtant très authentique. En ce début d'après-midi, le soleil condescend enfin à se glisser au fond de la gorge, annonçant le printemps tout proche. Dans quelques semaines, les belles Malais reprendront leur rotation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans les emprises de la gare de Colombier, devenue base travaux, Gilbert s'emploie déjà à recharger la trémie. Dans un quart d'heure, le train repartira vers le chantier. Et les opérations se répéteront jusqu'à ce que tout soit prêt pour accueillir les voyageurs, parmi lesquels bien peu imagineront tout le travail qu'il a fallu abattre pour assurer leur sécurité. Ce qui est le propre de tous les chemins de fer. Démarrage matinal. Tout au fond de la remise de Saint-Agrève, le 313 commence à s'échauffer les cylindres en prévision de sa sortie quotidienne. Quotidienne, mais pas tout à fait routinière. Tu appuies et tu laisses partir gentiment. Tes coups de klaxon. Aujourd'hui, l'engin quasi septuagénaire va jouer le rôle d'autorail-école. Et là, on se laisse couler. Tu ramènes à zéro. Et là, en manœuvre, tu freines à la vis, donc. Ouais. Ouais. Les anciens CFD, pour faire plus vite, eux, ils faisaient les manœuvres au magnétique. On épargnera ce genre de violence au 313, l'un des tout derniers billards sans chevaux, soigneusement restauré dans son aspect d'origine par les bénévoles du Velay. Mais l'autorail d'avant-guerre pourrait bien en subir d'autres. Tu débrayes, voilà, tac, Accepte. Je suis obligé de donner du régime. voilà. Voilà. Alors là, c'est le côté le plus chiant, parce que t'es pas côté moteur, tu l'entends pas. Bien sûr. Voilà, tu la laisses filer gentiment. Et c'est du billard. Et c'est du billard. Le moniteur, vous l'avez reconnu, c'est Yves. Quant à l'élève, nous avons réussi à vous dénicher l'archétype absolu du novice, avec lequel c'est peut-être du billard, mais ce ne sera pas toujours du gâteau. Alors là, t'as pris la 3. À toi. Ça répond mieux. Alors là, on va la descendre gentiment en seconde, au frein Mais là, moteur. la pente démarre tout de suite, hein. Voilà. Avec un petit bout en 30 pour 1000. Même en pente, il faut accélérer un peu, hein. En deuxième, oui. Troisième, non. Et là, on est à vide. Je suis pas assez doué pour passer en troisième. Ah, non. On verra au coup d'après. On prendra la 3 au retour sur les grands alignements. Donc là, on va traverser l'Hérieux qui prend sa source dans le quartier et que la ligne suivait jusqu'à la voûte sur le Rhône. Une simple cuvette à peine perceptible, si ce n'est à travers la rampe qui reprend face à nous. Malgré la déclivité, l'autorail ne demande qu'à partir. Pédale douce. Lève le pied, elle va pousser.
la tranchée, tu mets les gaz pour monter. D'accord. Alors là, c'est un des coins les plus redoutés des temps du CFD, à cause du vent et de la rampe. Oui, oui, parce qu'à 40 ans, il n'y avait pas les arbres, ça faisait des congères et tout. Même si ce n'est que sur le papier, le bonhomme semble avoir étudié son profil avant de prendre les commandes. Côté conduite, il se targue de plus d'1 million de kilomètres, mais sur pneus. Et la suite des événements va nous montrer qu'un autorail, même ultra léger, c'est une autre paire de manches. Là, commence à lever le pied. Et si jamais tu te loupes pour t'arrêter, on ne soit pas sur la route. Les moteurs Willem ont un avantage, c'est qu'ils ont un couple énorme. Donc même à bas régime, tu peux reprendre. Ouais. Voilà. Là, tu te laisses filer gentiment. Non, t'as trop mis. Lâche, 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 lâche tout. Lâche. Laisse-la filer. Voilà. C'est bien là. Là, c'est bon, t'es au point mort. Par contre, tu serres ta vis. C'est dans ce sens ou dans l'autre? Non, tu serres une vis, comme une vis. On commence déjà à repartir à la Bah oui, parce que t'avais pas... J'ai Laisse le... pas anticipé. Ouais, ou tu laisses l'air. Ah, là, on fait Vas-y. moins le mariole. Voilà. Allez, voilà. J'avais le temps. Non, pas en place. Vas-y, mets-toi à l'aise. Si j'avais le tabouret dessous, ce serait mieux. Voilà. Assez de faux prétextes. Maintenant, on aimerait voir un démarrage dans les raies. Embraye un petit coup, tu verras si elle est en prise. Elle y est. Donc là, tu te laisses desserrer maintenant, gentiment. Tu laisses filer. Laisse-la filer. Et t'embrayes au dernier moment. Voilà. Voilà. Allez, tu te lances et tu prends la 3. C'est bon là pour ta Vas-y. machine? Voilà. Voilà. Merci. Alors là, la descente en troisième, tu la laisses tourner tout au frein moteur, c'est elle qui va se retenir. Formidable. Il faudra t'assurer juste de temps en temps en frein à air. 500 grammes. Voilà. Il a mis le temps à prendre ses marques, mais ça va déjà mieux. Ceci dit, pour faire rentrer le métier, il reste à assimiler les astuces des vrais conducteurs. Donc prends l'habitude quand tu conduis dans des descentes d'avoir toujours la main sur le frein. D'accord. Ce que disaient les anciens des CFD, pour reconnaître un bon mécano, c'est celui qui dans un accident était esquinté à la main. Parce que c'était la main qui recevait le premier, s'il était sur le frein. Engageant, non? Tu vois, tu as une cible jaune là-bas, toute la courbe sur le pont des Tavasses, sur le petit viaduc, il y a un ralent. D'accord. Parce qu'on est en train de refaire des travaux de voie. Alors le ralent, ça se limite à un petit disque jaune, il n'y a pas de mention dessus. Non, Ceci dit, je ne sais pas du tout à quelle vitesse je roule. Hein. non, Hein? comme disaient les anciens, c'est au bruit des joints. Rappel d'un particularisme maison qui aujourd'hui ferait frémir. Jusqu'aux années 60, aucun engin des CFD n'était muni d'indicateur de vitesse, ni, a fortiori, d'enregistreur. Mais les agents connaissaient bien leur machine, leur ligne, leur métier. Et les bénévoles qui ont pris leur suite aussi. Alors là, anticipe, regarde sur ta gauche si tu vois pas de bagnole, parce qu'on va retraverser la route sur un PN où on n'a aucune visibilité. Donc l'astuce, c'est déjà de là de regarder si tu vois les voitures. Ok. Et de l'autre côté, par contre... De l'autre côté, tu les verras. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Donc le but, c'est d'être bruyant et puis d'arriver au pas. Là, je sens qu'elle peine, hein, bas régime.
Alors, vas-y, tu roules. Tu roules. Et dès que tu es sur le PN, tu accélères un bon coup pour dégager le plus rapidement possible. Allez, c'est bon, on roule. Donc là, on va arriver à la halte de Ladret. On va faire terminus ici pour la première journée. Vas-y, donc tu nous fais un bel arrêt pour les voyageurs. Donc tu laisses couler. Tu mets aucune valise sur les genoux. Ah, t'es un peu loin, là, ils vont marcher tes voyageurs. T'es obligé de reprendre la première. Oh, t'es sûr? Ah oui. Ah, il faut que tu apprennes. Voilà. Et je desserre. Voilà. Alors ce que tu fais, au moment de desserrer, tu serres déjà la vis. Comme ça t'évite de repartir en marche arrière ou quoi que ce soit. Là, je dois y être. Hein. Voilà. Donc, Super. point mort, J'y suis là, je pense. tu débrayes, et puis là on va changer de côté. Ok. Terminus Ladret. Moins prestigieux que le butoir de la gare de Lyon, mais garanti sans manœuvre. Ce qui n'est pas plus mal, vu le niveau du conducteur. Alors là on va changer. C'est l'inverseur. Donc première phase, on débraye. On fait l'inverseur. Tout à l'avant. Et là, bah, les vitesses n'ont pas changé. Donc tu retrouves la même disposition que le poste précédent. À la différence près, c'est que là-dessus, tu as le démarreur. Et surtout le son. Très sécurisant pour un débutant qui peine à s'accoutumer à des rapports très courts et à un moteur qui supporte remarquablement bien le sous-régime. Ça, c'est plus confortable. Bah, là, tu entends mieux l'engin. C'est le moins que l'on puisse dire. Et vu de l'extérieur aussi, le côté moteur, c'est autrement mieux. C'est avec le radiateur qui s'impose au beau milieu d'une frimousse rondouillarde qu'un billard a vraiment une gueule de billard. Gentiment en deux parce qu'on va avoir le ralent pour traverser le pont. Et après, tout de suite à la sortie du ralent, tu te lanceras un bon coup pour prendre la 3. Et il n'y aura pas besoin de le dire deux fois. Allez! Allez, on va la faire courir un peu. Vas-y, lance-toi. Laisse-le prendre des tours. On passera sur le biceps un peu faiblard pour les leviers. Et l'apprenti mécano préférera se souvenir d'une ascension à pleine gomme de la longue rampe des Robert. Là, arrivé au bosquet, tu replonges un petit peu, tu la laisses filer là, simplement. Ça y est, on a passé le point le plus élevé, 1061 mètres. Là, tu la laisses filer, elle va pas prendre deux tours. Après le point culminant, la pente reprend. Et très vite, elle s'accentue.
Alors là, use du frein. Donc là, tu peux te lancer à la sortie du pont et on la fait en 3 jusqu'à la cible d'entrée où là, tu reprendras la 2 pour rentrer en gare. Au fond de la cuvette de l'Eyrieux, le profil s'inverse brusquement et le 313 doit attaquer le tronçon en rampe de 30 qui aboutit à Saint-Agon. En sortie de course, le TN est à la cible d'entrée. Alors, bas mollo, c'est 10 sur les aiguilles. Hein. Et on s'arrêtera au pied du château d'eau. Nous y voilà. Et malgré l'expérience acquise, pensez, une quinzaine de kilomètres aller et retour. Le dernier acte va encore illustrer le paradoxe de base du chemin de fer. L'attraction, c'est avant tout le freinage. Laisse ça filer encore, laisse ça filer. Parce que là t'es pas à plat. Un petit coup de première. Voilà. Là tu ferais. À la vis, fer à la vis. Voilà. Là, tu mets tout au point mort. Bon, ben là, on arrive à bon port. Maintenant, ben, on va arrêter l'engin. Ouais. Donc, pour l'arrêter, tu as sur la pédale d'accélérateur une petite butée. Tu vois le gros bouton molleté. Donc, tu vas le tourner d'un quart de tour et ça va t'effacer la pédale d'accélérateur. Donc, tu accélères, tu appuies, tu tournes et tu relâches. Et il est coupé. Fin de service. C'est bien connu, les images d'Épinal ne se trouvent pas qu'au pied des Vosges. Celle-ci, par exemple, a pour cadre une vallée ardéchoise. Elle représente le train à vapeur des beaux dimanches d'été, la carte de visite, chemin de fer du Vivarais. Mais ce long convoi peut en cacher un autre, plusieurs autres. Moins classique, certes, mais tout aussi attachant. Nous commencerons par les autorails. Et plus précisément par le 314, l'un des 4 billards sans chevaux que le Vivarais avait hérité du défunt réseau des Charentes.
Et voici ses grands frères de 150 chevaux qui furent vivarois dès le premier jour. Des engins légers mais robustes, pas du genre à rechigner lorsqu'on leur attelle une, voire deux remorques. Lueur matinale au dépôt de Tournon, où, comme chacun sait, la vapeur reste bien vivante. Ici, grâce aux efforts d'une poignée d'hommes, ces images sont quasi quotidiennes. Mais on se gardera bien de qualifier cette scène de banale. Car il arrive que le chemin de fer du Vivarais aligne la totalité de son parc. Ce jour-là, pendant que s'achevait la préparation de la Mallet corrézienne, on rallumait la 030 bicabine de l'Ouest Dauphine. Une véritable curiosité. Parfaite antithèse des Mallets qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du réseau. Voici la 414, une jeunesse de 1932, et la 403, aujourd'hui plus que centenaire. « 403, mais jamais 405. » Ce jour-là, la 040 Corpet numéro 24 allait elle aussi être de la fête. Dernier acte avant la formation de la batterie de train de la matinée. Les machines quittent le dépôt l'une après l'autre. Premier envoyé en ligne, la 104 en tête d'un train mixte. On appréciera bien sûr une composition qui nous ramène à la première moitié du siècle dernier, côté voyageurs comme côté marchandises. Mais aussi un réel brio de la locomotive dans la rampe de Mordanne, la plus prononcée du parcours.
À son tour, la 414 emmènera un autre train mixte. Au pied de l'ancienne ferme de Ravissier, l'un de nos sites préférés, le train véhicule juste ce qu'il faut de wagons de marchandises pour enrichir la carte postale. Arrivé à Boussieux-le-Roi. Une fois n'est pas coutume, la Mallet doit manœuvrer pour laisser un tombereau. S'agit-il d'un arrivage de charbon ou prévoit-on un chargement de paille? Nous le saurons un peu plus tard. De toute façon, pour une bonne partie des voyageurs, le suspense n'est pas précisément insoutenable. Et la majorité des objectifs se focaliseront sur la locomotive. Nous retrouverons la 414 au terminus, une bonne demi-heure plus tard. Deux chefs dans la même ville, ça peut pas y faire. Ah ouais, ça doit être ça en fait. Il devrait être fait. Enlève-la, attends. Le rituel est connu. On commence par un complément de charbon, avant de virer la machine sur la plaque tournante. Prête pour le retour, mais l'heure n'est pas encore venue.
À Boussieux, au même moment, la jeune génération commence à comprendre ce que pouvait être un train mixte. Allez, regarde. Allez. Allez. En d'autres temps, c'était la catégorie inférieure du voyage sur rail, pour les humains. Car le bétail, lui, bénéficie de la restauration à bord. La scène aurait pu être filmée voici 40 ou 50 ans. Mais il ne s'agit bien entendu que d'une reconstitution offerte à l'occasion des Journées du patrimoine. Bref, une sorte de train-spectacle, mais dans un réel souci d'authenticité. En ce temps-là, les années 50-60, le berger voyageait bel et bien avec ses bêtes, bien souvent dans un simple wagon tombereau. On objectera tout au plus que la Mallet 403 a été passablement idéalisée. Avant d'accéder à la célébrité, c'était une locomotive comme les autres, uniformément noire, nuance sue, finement mouchetée de projections dures. Des manœuvres, des trains mixtes, mais ce n'est pas tout. Les petites machines aussi étaient à la fête, à commencer par la Corpet. Très logiquement, la petite 040 emmène un train léger, tel qu'on les a connus au milieu du siècle, avant que les autorails achèvent de les condamner. Oui, parce qu'après, ils faisaient découverte de je sais pas de quoi. Je crois qu'ils viennent qu'ici. Voilà, ouais. Il y en a qui prennent des fois. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Il y a l'air d'avoir du monde, non? Non, pareil, regarde personne. Et le lendemain, on remettait ça, avec la Bicadine.
5 locomotives en ligne, unique en France. Et lorsque le beau soleil de septembre commença à décliner, ce fut une nouvelle batterie de trains descendant cette fois. La 414, puis la 403 et maintenant la 24. Le tout suivant un graphique aussi dense qu'en banlieue, comme nul n'aurait osé en rêver au temps des CFD. Une époque dont il reste aujourd'hui heureusement des dizaines de véhicules, mais aussi un cadre naturel aussi précieux que le chemin de fer lui-même.